Bonjour et merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux en dépit de la grève et de cet horaire avancé un peu à la dernière minute. On est vraiment très heureux de vous voir. Je voudrais, pour commencer, remercier Odile Burlureau et Fabrice Ergotte pour leur invitation. Les premières discussions autour de cette table ronde ont commencé à Antibes, à la Fondation Hartung, où nous accueillait Thomas Schlesser. Merci également à toute l'équipe du service culturel, Annabelle, Mathilde et Jean-Marie, toute l'équipe. C'est toujours une très grande joie de revenir au musée. Cette rencontre n'aurait pas été possible sans la générosité du fonds de dotation Jean-François Prat. Merci Frédéric Brière qui est dans la salle. Merci chère Marie-Aline. Je dois dire aussi que cette table ronde sur l'abstraction dans la peinture s'est largement nourrie des réflexions que nous avons menées sur la peinture abstraite au cours de l'année qui vient de passer dans le cadre du comité de sélection du prix Jean-François Prat, dont Nicolas Rogy a été le lauréat en 2016, comité dont Odile Burlureau et moi-même faisons partie. L'œuvre de Hans Hartung fait aujourd'hui l'objet d'une redécouverte par le grand public, mais un certain nombre de créateurs, en revanche, ont de son travail une connaissance intime. Nous avons donc réuni aujourd'hui 4 artistes dont les profils, les pratiques et les degrés d'intimité avec l'œuvre de Hans Hartung sont assez variés. Ils ont en commun le questionnement de la peinture et celui de l'abstraction. Alors évidemment, il y a eu toutes sortes de recherches commencées en cours déjà sur des regards contemporains possibles sur l'œuvre de Hartung. Pour n'en citer que quelques-uns déjà dans le catalogue, vous avez des points de vue d'Abraham Poincheval, de Larry Clark, d'Albert Helaine et de Jacques Villeglé. Et puis en 2016, à Landerneau, au fond Michel-Édouard Leclerc, il y a eu une exposition intitulée Hans Hartung et les peintres lyriques, dans laquelle on voyait des figures historiques comme de Kooning, Antaille, Twombly, Shirley Jaffray, et des plus jeunes comme Charlene Von Hale, Albert Helaine ou encore Joe Bradley. Dans cette exposition, il y avait également Gérard Tracandi qui fait le lien, en quelque sorte, avec cette table ronde aujourd'hui. Donc 4 points de vue extrêmement différents. Gérard Tracandi, dont l'œuvre est étendue entre abstraction et figuration, qui a exposé 2 fois avec Hans Hartung, une fois donc à Landerneau et une fois dans une exposition en duo chez Catherine Isser, à la galerie Catherine Isser. C'est donc une connaissance assez intime. Thomas Fougerolles, qui regarde l'œuvre de Hans Hartung et particulièrement la fin depuis longtemps, depuis les années 80 quasiment. Yagna Turta, qui se définit comme, si tu m'autorises, crypto-peintre, en tout cas chez qui la peinture est à la fois présente et en même temps n'est pas le cœur principal de tes recherches, qui se définit plus proche de Sturtevant ou de Louise Löhler que de Hans Hartung, mais qui se trouve dans une sorte de camaraderie et de joie partagée. Peut-être on y reviendra avec l'œuvre de Hartung. Et enfin, Nicolas Rogy, dont la peinture abstraite consiste à chercher, pardon pour ces présentations au lance-pierre, mais enfin, consiste peut-être à chercher des codes de la représentation, à montrer des codes de la représentation à travers des formes d'abstraction qui sont plus ou moins reconnaissables. Nicolas, pour qui l'œuvre de Hartung est une découverte plus récente, mais dans l'œuvre de qui on peut trouver des échos, des résonances avec le travail de Hartung. La première question qui se pose est évidemment la définition même de ce que peut être l'abstraction aujourd'hui, une chose qui prête à la discussion. Il semblerait même le plus souvent aujourd'hui que lorsque l'on parle de peinture abstraite, il demeure en général un lien assez étroit avec des formes de réel. Est-ce que, je pense que c'est l'occasion pour commencer que vous répondiez peut-être à cette question en résonance tout simplement avec vos propres pratiques. Est-ce que Thomas, tu veux commencer ? Bonjour. On a marché pendant 1 heure avec Gérard et Anaëlle la semaine dernière et cette question s'est posée assez rapidement.
C'est vrai que le mot abstraction et le mot réalisme ont un peu focalisé tous les combats des années 10, 20, 30, 40, 50 et un peu plus. Et qu'aujourd'hui, je dirais qu'abstraction et réalisme sont devenus... Il y a tellement de porosité entre ces deux termes que je dirais que ces termes qui permettaient de se positionner vraiment fortement sont devenus beaucoup plus poreux, donc c'est beaucoup plus compliqué, je dirais aujourd'hui, d'affirmer une abstraction fermée à d'autres choses. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder Hartung aujourd'hui par rapport au fait qu'il s'est lui positionné justement dans cette période comme un peintre abstrait, et de voir quelle résonance ça peut avoir aujourd'hui chez des artistes comme nous qui ont des pratiques différentes et en même temps reliées à lui d'une certaine manière. Dans ton travail, comment se définit cette question de l'abstraction ? Alors c'est un peu la question, c'est un peu la réponse que je t'ai donnée d'ailleurs quand on s'est baladé dans l'expo. C'est que moi, je ne me considère pas comme un peintre abstrait, mais comme un peintre concret. Ce qui, d'ailleurs, Gérard a tout de suite dit qui Van Doesburg parlait comme ça de son travail ou quelqu'un d'autre ? Non ? On peut avoir deux micros en même temps ? Oui, ça doit. Et là, ça marche ? Bonsoir tout le monde. Oui, non, parce que le terme abstrait, c'est un terme de journaliste. Quand la peinture abstraite est née, dans les années 14-15, les gens qui la pratiquaient, Van Doesburg et Kandinsky, disaient qu'ils faisaient de la peinture concrète. Ce qui semble en plus beaucoup plus pertinent, parce que l'idée de... Est-ce que ça peut exister, la peinture abstraite ? C'est pas évident, quoi. Quand vous regardez un tableau aujourd'hui, s'il est rectangulaire, vous voyez un paysage, si vous voyez vertical, vous voyez une figure, etc. Donc déjà, de mémoire, c'est très très compliqué de faire une image et de faire croire que c'est absolument abstrait. C'est très très difficile. Alors certains s'y sont collés, moi je pense à Frank Stella, des gens comme ça, d'arriver à être purement formaliste, quoi. C'est d'échapper à toute représentation, y compris celle qu'a le regardeur dans sa tête. Donc voilà, je trouve que le terme d'art concret, pour rebondir sur ce que disait Thomas, me semble plus juste, plus pertinent, mais encore une fois, c'est très difficile, je crois, d'obtenir ça. En tout cas, moi, quand je vois des tableaux dits abstraits, j'ai du mal à ne pas m'inventer une image. Et je me demande si le peintre a réussi, lui, à s'abstraire totalement de toute représentation. Bon, à débattre. Par exemple, dans ce tableau qu'on voit derrière nous et qui s'intitule Sainte-Baume, ça c'est vrai. Et qui, contrairement à, enfin, qui comme tout est, qui a un titre, ce qui n'est pas le cas de tous tes tableaux. Ouais. Oui, en fait, bon, moi, je parle de ma pratique. Après, je laisse la parole à mes jeunes collègues. Mais en fait, moi, je dessine ce que je vois. Je dessine des arbres, des rochers, des trucs, parce que j'aime ça. J'aime être dans la nature. J'adore ça. Mais quand je suis à l'atelier, il se trouve que les rochers, il n'y en a plus, des arbres, il n'y en a plus, etc. Donc, si je ne suis pas monteur, je ne vais pas peindre la photo d'un arbre. Ça ne m'intéresse pas de peindre des photos. Les photos se suffisent elles-mêmes. Donc, je suis bien obligé d'inventer un truc qui fait avec des couleurs, de la matière colorée, et d'évoquer quelque chose qui a eu lieu. Et au cours du travail, il se passe d'autres choses, c'est une autre réalité, c'est la réalité de l'atelier. Ces choses-là interviennent, deviennent à leur tour un événement, comme la chose qui a été vue, et de tout ça résulte ou pas un tableau. Après, j'ai des règles du jeu que j'ai établies, etc. Ce tableau, il s'appelle Sainte-Baume, sans arrêt, là, c'était entre Marseille et Cassis, entre Marseille et Aix, pardon. Je passais tous les jours là sur l'autoroute, parce que j'ai un atelier à Aix, et tous les jours, je passe devant Sainte-Baume. Et bon... le titre est venu après, mais c'est vrai que ça a évoqué tout un rythme qui a géologique là-bas, etc., que j'ai retrouvé. Mais en peignant, je me disais pas je vais peindre la Sainte-Baume. C'est venu. Il y a quelque chose de la ressemblance qui arrive après coup. Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc moi, je suis un peintre non figuratif. Je dirais jamais que je suis abstrait. Je l'ambitionne, mais j'en suis incapable. Donc je suis non figuratif. Je me contente de ça pour l'instant. Nicolas, qu'en est-il pour toi ? Bonjour. Alors, à vrai dire,
effectivement pas une question que je me pose énormément sur le savoir si je suis. Et il se trouve que je recherche des formes de façon un peu hybride. Je suis influencé. Et comme Gérard parlait de règles du jeu, en fait, c'est toujours un peu ça. On trouve des règles du jeu de travail. Je crois qu'il y a un petit verset. Des règles du jeu de travail et que ça soit inspiré de l'abstraction, inspiré de la figuration, ou plutôt de la réalité, une sorte de réalisme aussi. Tu me parlais l'autre jour de l'idée d'image mentale, de cette idée de montrer des codes de représentation dans ta peinture. Oui. C'est dans l'idée aussi de créer quelque chose, une sorte de peinture métaphysique en fait, qui nous parle à nous et dans lequel on peut se retrouver et interagir et réfléchir et savoir où est-ce qu'on existe en fait aussi. Yagna, dans ton travail que vous voyez derrière moi, la peinture occupe, comme je disais tout à l'heure, une place, mais ce n'est pas tout. Vous voyez toutes sortes d'objets qui sont dans cette salle d'exposition. Comment, toi, te positionnes-tu dans ce rapport à des formes de réel, à des formes d'abstraction, à des formes de... Bonjour. Déjà, je vais commencer par reprendre ce que tu viens de dire. Tu disais qu'il y a différentes vues de l'exposition, mais en fait, on peut dire aussi autrement qu'il y a 2 vues d'exposition en diagonale, en haut à droite et en bas à gauche, et 2 photographies en haut à gauche et en bas à droite. Donc, en fait, ça parle déjà de cette multitude de différents médiums que j'utilise dans mon travail. Et ça parle aussi du fait que je ne suis pas peintre pur en tant que tel. C'est-à-dire, je fais des expositions. Je fais des expositions dans lesquelles différents médiums interviennent, dont la peinture, essentiellement murale jusqu'à présent, mais parfois, ça m'arrive aussi d'agir aussi sur les photographies ou même sur les toiles, mais c'est très, très, très récent dans cette dernière... récemment. La question de la peinture abstraite, en fait, ne se pose pas du tout pour moi. En fait, mon travail... mes expositions que je réalise, où j'invite d'autres artistes au sein de ces expositions, où je les mets en scène en créant des formes qui pourraient être définies comme des scénographies d'exposition, mais qui sont des formes plastiques à part entière, qui sont composées souvent des peintures, de la peinture murale, de la sculpture, mais qui devient support, qui sont ensuite photographiées, etc. Et là-dedans, en fait, le moment où je peins, c'est très souvent le moment de pur plaisir, où je me pose pas beaucoup de questions. Bien sûr, je fais des choix, mais où c'est le moment peut-être dans ces expositions qui mettent en place des protocoles assez complexes et plusieurs actions qui s'additionnent. Le moment de la peinture est le moment le plus spontané et celui que je cherche pas à définir. Là, dans ce qu'on voit ici, par exemple, cette peinture murale qui est devenue à un moment un décor d'une exposition, qui commençait au départ avec des murs blancs. Ah oui, on le voit très mal là, sur la projection, mais bon. Donc, à un moment, cette peinture est intervenue comme une sorte de dominante ou une sorte de liant pour tous les éléments qui se trouvaient dans l'exposition, où j'ai invité une trentaine d'artistes, où il y avait une 50aine d'œuvres. Et elle est à la fois abstraite, mais pas vraiment, parce que aussi
Ça dépend, tout le monde voit ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont vu des choses dans ces formes, et ça ne me dérange pas, comme d'ailleurs Hartung aussi le dit. Il y a aussi ces éléments, je ne sais pas si vous voyez, dans cette vue-là, on voit une sorte d'élément qui apparaît, qui est une sorte de reprise d'un motif vernaculaire de l'architecture des hautes montagnes, qui s'appelle le vire-vent. C'est un élément qui a une sorte d'ornement de l'architecture en haute montagne. Donc c'est à la fois, mais qui est déjà lui-même abstrait, mais dans lequel on peut lire plein de choses. On peut lire la cime des montagnes, on peut lire juste une sorte de vague, ou alors juste le prendre comme une forme abstraite folklorique. Donc il y a de tout. En fait, il y a de l'abstraction, il y a de la figure, mais c'est pas ça qui est important. Voilà. On se retrouve finalement dans tous ces propos dans une certaine proximité avec l'œuvre de Hartung, et on voit bien au début de l'exposition que le réel est tout à fait présent dans ses recherches picturales. Vous voyez ici par exemple le magnifique hôtel de l'église royale de Dresde, et puis il y a le fait évidemment que, comme on le voit aussi au début de l'exposition, il y a ces dessins d'éclairs, et le fait que finalement toute sa vie, Hartung continue à tenter de représenter des éclairs. Est-ce que ce sont les souvenirs de la guerre? Est-ce que ce sont des souvenirs d'enfance? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, il y a un rapport, enfin quelque chose à la nature qui est tout à fait présent. Et puis, il y a aussi le rapport de Hartung à la photographie, puisqu'il a pratiqué la photographie pendant une très longue période de sa vie. Et Gérard, je voulais avoir ton avis, puisque toi aussi, ta pratique se divise, enfin se nourrit de peinture et de photographie. On remarquait, c'était toi qui remarquais dans l'exposition, que cette photographie était postérieure à un dessin d'une proximité étonnante avec cette image, comme si Hartung avait reconnu dans le réel son propre motif pictural, enfin de dessin en l'occurrence. Ah oui, bon, alors là, peinture et photographie, vaste sujet. C'est même le sujet de la modernité, donc on n'en sort pas. Mais pour dire les choses par rapport à Hartung, je pense que Hartung, c'est un peintre dans ses photos, il y a du paysage, mais dans ses peintures, je pense que c'est plutôt un peintre du cosmos. C'est quelqu'un qui peint quelque chose de difficilement mesurable, quoi. Qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est loin, qu'est-ce qui est infini. C'est très difficile à déterminer. C'est indéterminé. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, je crois, est attentif, enfin l'anecdote des éclairs le dit, est attentif à des sensations que la nature lui offre. Et il y a quelque chose qui fait image aussi. Et son travail de photographie, son travail de peintre, je pense parce que pour avoir fait un peu pas, comme lui, quoi. Parfois, la nature est convoquée de façon, sous forme de mémoire à l'atelier, elle est convoquée, mais on est très très content de retrouver les tableaux dans la nature après coup, quoi. C'est ce que je vous dis, cette idée, ça finit. Le tableau, il y a une volonté très, très matérielle de le faire, enfin, la part concrète, le fameux art concret, et il y a en même temps un désir, je crois, chez Hartung, hein, un désir de représentation. Et le tableau, le plan du tableau, c'est l'endroit où vont se rencontrer, se percuter ces deux choses-là. Moi, je vois la peinture d'Hartung comme ça. Ça se discute, c'est pas une affirmation, mais je la vois comme ça. Un désir de représenter quelque chose, là, pour les éclairs qui a eu lieu, ou les arbres, etc., dont il se sert comme outil après, etc., et un désir juste de peindre, quoi. C'est la phrase d'Émile Nolde qui disait, moi j'adore cette phrase, peindre, c'est peindre. Voilà. C'est con, mais c'est une tautologie que je pense on partage tous ici.
C'est ce moment où on peint que la chose a vraiment lieu. Et c'est très difficile de ne pas être ailleurs qu'en peinture à ce moment-là. Enfin, ce qui est difficile, c'est de s'oublier suffisamment pour faire que de la peinture. Et dans la photographie, je crois que chez Hartung, il a le plaisir de reconnaître quelque chose qu'il a déjà peint dans la nature. Voilà. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, les dates me donnent raison. Il y a aussi un autre aspect de la peinture de Hartung très caractéristique, qui est cette pratique de la mise au carreau. Vous voyez ce tableau, je voulais vous montrer le dessin correspondant, mais il est dans l'exposition. Donc Hartung travaille en faisant d'abord des tout petits dessins très rapides qu'il transpose ensuite par la mise au carreau dans ces très grands formats, et il pratique cela jusqu'à 1959, de 1932 à 1959, c'est-à-dire une très grande partie de sa vie. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans cette pratique quelque chose d'assez actuel ? J'ai l'impression que, Nicolas, tu travailles d'une manière qui est parfois pas complètement éloignée de cela. Oui, c'est vrai que... Dans le travail préparatoire, aussi bien que... Enfin, je fais toujours des dessins avant mes tableaux, qui sont des sortes de petites maquettes, que au final j'agrandis, quoi. Et ça peut se retrouver... la mise au carreau, par exemple, je l'utilise énormément pour tout ce qui est construction, donc les shapes, ce qu'on appelle les shapes canvas, donc avec des formes qui sont non rectangulaires. Et ce qui me permet de construire... de manière proportionnelle après, et d'être libre dans ce passage du dessin, en fait. Voir des accidents, comme peut l'utiliser aussi Hans Hartung sur les tâches et tout ça. Voilà. Thomas, tu parlais à propos de l'œuvre de Hartung d'une forme de bégaiement. Tu disais que Hartung est un bégayeur. Dans quel sens disais-tu cela, et est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec ton propre travail, dont éventuellement tu pourrais te sentir un peu proche ou pas du tout ? Moi, je bégaye, ça c'est sûr, dans mon travail. Peut-être tu peux nous passer 1, 2, 3 images de périodes différentes. Juste comme ça. Là, on est en 47. 56. Ça, c'est une image qui a été mise au carreau, si je me souviens bien. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Oui, celle-là aussi. Oui, moi, il fait partie des peintres, je dirais, qui sont d'une certaine manière très protocolaires, très basés sur des séries, et en même temps, on a toujours l'impression que c'est un langage qui se remet en question à chaque tableau. Et donc, c'est comme si les images n'étaient pas finies. Je ne sais pas si on peut parler de finitude par rapport à la peinture, mais c'est comme une espèce d'éternel recommencement de traçage, de façon d'aller de gauche à droite du tableau, du haut en bas. Et plus son œuvre, d'ailleurs, avance, plus il y a cette espèce de recherche de couverture de surface en creux, en plein, toujours à se contredire. Il n'y a jamais de stabilité. On a l'impression qu'il y a une instabilité, une espèce de volonté de réinventer les choses constamment. Et c'est pour ça que je te disais, quand on s'est promené dans l'exposition, que je trouvais que c'était une espèce de bégayeur qui se cachait derrière une espèce de protocole assez sérieux. Et je le sens vraiment avec lui assez fort. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que cette peinture que l'on appelle gestuelle chez Hartung est en fait extraordinairement contrôlée, assez peu rapide, et qu'elle est aussi le travail d'un homme qui se trouve dans une condition physique extrêmement difficile. Je ne sais plus qui dans le catalogue parle d'Hartung comme d'un acrobate. On parlait aussi de la situation d'un athlète, en fait, puisque il a une rigueur physique et une pratique corporelle extrêmement forte.
vigueur. Et il a une vigueur, il a une vigueur absolument athlétique. Finalement, si on considère que Hartung est une sorte d'acrobate ou de danseur, ça fait de la surface de la toile une sorte de scène, le lieu d'une performance. Et je pensais à ton travail, Yagna, puisque ta pratique se situe aussi dans le temps, c'est-à-dire que tu arrives dans une salle d'exposition et ton œuvre se déploie dans le temps et dans l'espace, un peu comme une performance. Et il y a peut-être là un fil à tirer également. Oui, j'essaye de faire un peu la transition entre ce que tu viens de dire et ce que tu viens de dire. Parce que, oui, c'est clair. Enfin, peut-être je commence à ce rapprochement que tu fais entre mon travail d'exposition et sa peinture. C'est clair qu'il y a aussi, et pour revenir à ce que toi tu dis, moi je trouve que ce que tu racontes est très à propos des premières décennies, peut-être pas de la fin. Tu vois, cette histoire de bégaiement et de perte d'équilibre et retrouver. Enfin, en même temps, ça marche aussi pour la femme, mais d'une autre manière, d'une manière beaucoup moins contrôlée et préparée et fabriquée. En fait, effectivement, dans mes expositions, il y a certaines expositions qui évoluent, que je prépare au départ en amont. Il y a plein de choses que je mets en place. Il y a tout un travail avec les artistes invités, avec l'institution, etc. Et quelque part, on pourrait peut-être comparer ça à ce moment de préparation, de la fabrication du protocole dans le travail de Hartung. Et puis, à un moment, je pense, il y a une sorte de lâcher prise, mais aussi une sorte de... il n'y a pas que l'application du protocole, c'est-à-dire ce protocole et ce travail très maîtrisé et contrôlé. À un moment, en fait, c'est juste une sorte d'écrin pour que cette immense vitalité, cette spontanéité ait lieu. Parce que je pense que même quand il reproduit les petites peintures, les petits croquis, quand il les reproduit en grand format, je trouve qu'il y a quand même une forme il n'y a pas juste la maîtrise de l'outil, mais il y a il y a vraiment un travail sur une sorte d'énergie et vitalité qu'il y a chez lui. Et pour revenir à ce que toi tu disais, cette question de perte d'équilibre et retrouvailles d'équilibre, c'est très intéressant par rapport à sa situation après l'accident de la guerre. Et je trouve que dans la toute dernière période de sa vie où il ne travaille plus dans le report des croquis, où il travaille avec des différentes machines qu'il utilise, qui sont soit existantes dans l'industrie, toutes sortes de vaporisateurs, tous les outils à pistolet, la peinture à air comprimé, mais aussi l'aspirateur inversé, la sulfateuse, tout ça. Je trouve que là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et que j'adore. Et aussi, c'est là où quand je vois ces tableaux, j'ai une sorte de sentiment d'une sorte de complicité ou d'amitié quand je les vois, et une grande joie. Parce qu'en fait, c'est des manières de peindre qui sont dans une sorte de permanente perte de contrôle et sa reprise. C'est parce que quand on fait une sorte de jet avec une sulfateuse, en fait, on ne sait pas exactement ce qui va en sortir.
C'est beaucoup plus contrôlable quand il s'agit de la peinture aérosol avec le compresseur, mais tous les autres outils qui sont un peu plus sauvages, un peu plus bancaux, ou comme l'aspirateur inversé, ce sont des moments où la peinture un peu vit sa propre vie. Donc je pense c'est un peu où il faut saisir un peu ce jet qui est en train de se produire, ce crachat qui sort de la machine, et l'arrêter à un moment, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Donc il y a cette question de perte de contrôle et une sorte de saisie de ce contrôle en même temps. C'est un peu comme quand il y a un objet qui tombe de la table et on essaye de l'attraper et ça ne marche pas toujours. Je pense que tous les tableaux qu'on voit, c'est là où ça a marché en fait. Dans cette tentative de capter une énergie cosmique, on revient à ce que disait Gérard tout à l'heure, il y a un dialogue avec les éléments, il y a un dialogue avec le monde naturel. Thomas, c'est aussi quelque chose qui existe dans ta peinture, puisque tu as aussi joué avec les éléments. Oui, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est toute une série de travaux que j'ai commencé en 2013-2014, où je pulvérise des déchets que j'ai ramassés dans l'atelier, sur mon balcon et dans mon aspirateur d'ailleurs. Et donc en fait, depuis quelques années, je me sers vraiment de la peinture comme d'une colle qui enregistre des actions. Et donc, il y a un aspect assez photographique, d'une certaine manière, un aspect de capture. Et je pense que toute la dernière période de Hartung est vraiment assez basée là-dessus, dans le sens où la vitesse de la projection va beaucoup plus vite que ce que le cerveau peut contrôler. Et on en avait parlé lors de notre balade. Je pense qu'il y a un moment chez Hartung où il fait des expériences en lithographie. Et tout le travail à partir de cette période-là, où il se met à utiliser des énormes rouleaux de manière même assez chaotique, libère complètement quelque chose par rapport à la période d'avant. Et je n'ai pas répondu à ta question sur les éléments naturels. Tu me posais cette question par rapport à lui, tu veux dire ? Et par rapport à toi ? Alors par rapport à moi, oui, parce que finalement, ce qui se dessine dans ma peinture de plus en plus, c'est des espèces d'agrégats d'éléments qui normalement ne vont pas dans la peinture. C'est-à-dire qu'en général, on essaye de surtout pas faire aller de la poussière sur des tableaux. Donc c'est une espèce d'inversion qui m'a un peu choqué au début, et puis je m'en suis servi. Disons que c'est un accident au cours de manipulations qui ensuite ont été poussées et qui sont devenues un peu principalement des actions que je fais aujourd'hui. Et je sais plus ce que En fait, pour le dire autrement, il y a finalement chez Hartung une sorte d'écoute à la fois du monde extérieur et d'un monde intérieur, d'une sorte de vie intérieure, et en fait c'est une pratique de l'abstraction. On a dit qu'en fait c'était pas de l'abstraction, mais enfin utilisons ce terme par commodité, qui est extrêmement loin de l'abstraction géométrique, par exemple, des années 30. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement actuel dans cette présence de vie intérieure, d'une sorte, je ne veux pas dire de sentiment, mais en tout cas d'une forme d'humanité dans ce travail qui se rapproche de l'abstraction, qui me semble quelque chose. C'est la même chose pour l'art conceptuel. S'il y a des artistes conceptuels aujourd'hui, leur pratique de l'art conceptuel, me semble-t-il, est beaucoup plus nourrie de sentiments humains qu'elle ne l'est au moment des avant-gardes. Alors, là-dessus, je pense que c'est ça qui va intéresser les Américains après, et par exemple un peintre comme Christopher Wool, c'est que, et quand je parle de bégaiement, c'est que c'est quand même quelqu'un, on le voit dès le début de sa pratique, qui a une maîtrise. Ça, c'est la période un peu où il fait des expériences avec des lithographies, et du coup, après, ça passe dans la peinture. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon, tu parlais de Wool et on parlait de là où cette peinture intéresse quelqu'un comme Christopher Wool, et là où elle est
contemporaine, c'est que de la maîtrise de ces périodes jusqu'aux années 50, ensuite il y a, je dirais, une espèce de lâcher avec des outils nouveaux et des façons d'investir la surface absolument différentes de ce qu'ils faisaient avant. Et je pense que c'est là où ça intéresse, entre autres, Christopher Wool, c'est-à-dire un espèce de all-over assez mal fait, assez bancal, toujours plein de vigueur, une espèce d'énergie pure et une espèce de recommencement continu, un langage qui est très volontariste et en même temps qui est toujours comme des prémices d'autres choses à venir. Et en même temps, à partir de ce moment où il commence à pratiquer la sérigraphie et où il abandonne la pratique de la mise au carreau, il y a donc effectivement quelque chose qui se libère chez Hartung et peut-être une forme d'humour. Je ne sais pas si l'humour est ce qui caractérise le mieux la peinture de Hartung, mais en tout cas d'une forme de fantaisie, de folie de la machine qui apparaît dans ses toiles. Il a un humour un peu de Suisse allemand, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la machine commence à partir en délire, mais bon, c'est un humour assez réservé d'une certaine manière. Mais en même temps, je pense que quand on regarde ces tableaux, on a l'image, mais on n'a pas le son. Et je trouve que dans l'atelier, avec ces machines, je parle de la période des machines, parce qu'on peut aussi imaginer quand il gratte, etc. Mais je pense à ces peintures de la dernière période où, en fait, toutes ces machines, chaque projection de la peinture est très sonore. Et en fait, voilà, là, par exemple, je pense, et pour moi, en fait, en ayant pratiqué ce genre de peinture, en fait, ce sont des moments où on peut éclater de rire, parce que, en fait, ce qu'on voit pas ici, par exemple, les peintures au compresseur, c'est une sorte de pchit parfait. Mais après, enfin, je vais pas le faire parce que mais en fait, c'est une sorte de crachat de la machine qui fait que en fait, c'est très drôle. C'est de mauvais goût, en fait. C'est un environnement sonore qui est quand même plein d'humour. Et je pense que lui, il est aussi dans cette période-là, la différence entre ce qu'il faisait avant, c'est qu'il ne touche plus la toile, en fait. Il est à distance de la toile. Et j'imagine, bon, c'est une projection complètement personnelle, mais j'imagine qu'en faisant ces peintures avec ces outils de projection, il est comme devant un spectacle qui se fait un peu devant ses yeux, en fait, parce qu'il a le recul de le voir, en fait, de voir ce qui se passe sur la toile. Donc il est beaucoup plus dans une sorte de recul. Je ne sais pas si c'est le mot qui est utilisé dans la peinture classique en français, mais on peint et puis on recule. Donc lui, il est en même temps dans les deux. Il est en même temps dedans et en même temps il a la distance. Voilà, et c'est aussi en même temps un peu cascadeur par rapport à ce que tu disais, l'accident. Oui. C'est ça, c'est comme le cascadeur, c'est-à-dire il se jette dans l'accident et il en sort complètement sauf. Oui. Il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, pardon, parce que du coup j'ai perdu le déroulé voilà, c'est l'utilisation du noir et de la couleur. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit là. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, et c'est peut-être le mot qui fait que la peinture de Hartung est abstraite. C'est que c'est le mot rythme. C'est quand on le voit faire, mais quand on voit les tableaux, il n'y a pas besoin de le voir faire au cinéma, quoi. Il suffit de regarder les tableaux. C'est une peinture où le rythme est essentiel. Et comme disait Deleuze, je ne vais pas faire le pédant, mais c'est quoi de plus abstrait qu'un rythme, quoi. Et c'est à cet endroit-là peut-être qui rejoint l'histoire de l'abstraction, quoi. Voilà. C'est essentiel dans son travail.
Je sais qu'il écoutait la musique de Bach en peignant, quoi, mais de toute façon, le truc, c'est quand il dessine, ça swing, quoi. Il y a un truc comme ça. Et bon, enfin, il y a plein de choses à dire avec la musique peinture, mais chez lui, c'est un vrai truc. Et toi, tu parlais du son des outils, il y a ça aussi, sans doute. Hein, c'est important, le son, d'avoir relevé la question du son, je trouve que c'est important. Pour l'histoire du noir et blanc, ouais, moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé chez Hartung, c'est presque un truc que moi, je pourrais pas lui reprocher, parce que finalement, on peut en faire son miel après lui, quoi. C'est que si vous avez été attentif à cette exposition, vous avez vu que des tableaux où il n'y a pas de noir, il n'y en a pas, quasiment. Si on veut trouver des tableaux où il n'y a pas de noir, on fait une expo, une salle est trop grande, à mon avis. Et ça me fait penser, parce que ces histoires-là, c'est post-impressionniste. Voilà, je ne peux pas faire un peu d'histoire de l'art quand même, parce que quand même, lui, il s'inscrit, et puis on s'inscrit tous. Lui, il s'inscrit après machin, l'autre, il s'inscrit, on s'inscrit tous. Enfin, moi, je pense que les peintres, c'est des héritiers, rien d'autre. Voilà, c'est tout, il faut faire simple. Et lui, eux, ils arrivent après les impressionnistes. Et les impressionnistes, c'est les gens qui ont quand même dégagé le noir de la peinture. Je pense que ouais, même peut-être les primitifs, il n'y avait pas trop de noir. Mais en gros, le noir, ils ont dégagé. Et lui, non seulement il le remet au milieu, mais c'est l'os de ses tableaux, quoi. Si on enlève le noir dans ces tableaux, j'ai peur qu'ils ne soient pas forcément très intéressants, les tableaux. Le noir, c'est... Et j'aimerais... Enfin, si je l'avais connu, j'aurais posé la question, mais c'est quoi la couleur pour vous? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des tableaux bleus, ils auraient pu être jaunes, ils auraient pu... Ça donne un truc en plus, quoi. Ça colore, mais ça colore un dessin. Pour moi, c'est des dessins rehaussés. Comme voilà. avec Photoshop et comme avec un ordinateur. Oui, et d'ailleurs, les artistes, je pense que des artistes aujourd'hui qui travaillent avec les ordi et tout, ils devraient être passionnés par son boulot, parce qu'on a l'impression qu'ils pourraient jouer avec... Enfin, qu'il aurait pu jouer. Ouais, c'est l'idée que ça me fait quand je les regarde, ces tableaux. Il aurait pu le jouer sur plein de modes, quoi. Un peu comme les gravures sur bois du 16e, où les types faisaient des bois gravés, puis ils le faisaient jaune, vert, bleu, etc. Moi, ces tableaux, je les vois comme ça, comme une matrice noire, une structure, un dessin, et après une coloration du dessin. Mais la couleur ne structure pas le tableau, c'est le noir qui le structure, je pense. Il y a un avant du noir et un après de la couleur. Et il y a quand même à la fin un moment où la couleur quand même prend un tout petit peu le dessus par rapport au noir dans les dernières années. Oui, c'est quand il y a... Parce qu'il y a un truc aussi qu'on peut dire, et il a évité la touche toute sa vie. Il a évité la touche impressionniste. Il y a une sorte de divorce avec la touche et tout. À la fin, il est loin du tableau. Mais très très longtemps, il y a toujours un intermédiaire quand même. Enfin, on sent bien qu'il n'est pas là. Il faut qu'il y ait un outil pratique pour remplir la surface, quoi. Et même quand il travaille au pinceau à la main comme ça, c'est très très loin, quoi. Tac, 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 il fouette le tableau en fait. Le pinceau, c'est pas un pinceau pour faire des touches, c'est un pinceau pour fouetter la toile. Quand il se sert des petits pinceaux qui lui servent ensuite à mettre au carreau, etc., c'est un fouet. C'est pas un pinceau comme on l'entend, comme un truc où on s'en sert pour poser la peinture. Non, c'est... Je fouette. Et on se rendait compte même que quasiment sa photographie est plus picturale parfois que sa peinture. Et notamment quand il commence à utiliser l'aérographe, où on a l'impression qu'il apprend l'aérographe avec le temps et au fil de ses tableaux, et que les nuages qui sont quelque part par là sont quasiment plus peints, plus dessinés que les tableaux à l'aérographe qu'il fait en même temps. Les photos. Les photos, oui. Les photos, elles ont une qualité, enfin je sais pas quelle barité, papier utilisé et tout. En tout cas, elles sont magnifiques, je trouve, ces photos. Très, très beau tirage. Et j'ai l'impression qu'il est presque plus soigneux avec la qualité de la surface de ces tableaux. On sent un peu que le tableau, il est là pour recevoir sa gestuelle. Le soin de la qualité de surface, bon, ça n'a pas l'air d'être sa priorité, voilà. C'est pas ce qui me frappe en premier, quoi. On n'est pas devant un Rothko, on n'est pas devant même, je sais pas,
même chez Newman, quoi, il y a un côté plat, etc., mais c'est soigné, c'est impeccable. Chez lui, on a l'impression que bon, c'est ce que c'est, quoi, c'est ce que ça doit devenir. Je n'ai pas l'impression qu'il soigne la qualité de surface. Elle est assez neutre, quoi. Voilà. Tu n'as pas l'air d'accord. Nicolas, ouais. Si. Non, si. Non, je pense que... Enfin, je pense qu'il devait s'en soucier aussi, mais c'est vrai que dans le truc, c'est la rapidité du truc qui est assez importante pour lui, quoi. Comme une machine à rouler, quoi, en fait. Ouais, je trouve ça intéressant. Cette manière de non traiter et de l'objet final, au fin de compte. Et ce qui compte pour lui, c'est justement comment il va arriver gestuellement à se libérer de quelque chose. C'est ça. Pour toi, la question se pose comment ? C'est-à-dire que ce travail du geste chez toi est aussi quelque chose qui peut avoir un air de rapidité et qui en fait est travaillé avec beaucoup plus de lenteur. Ouais. C'est énorme. C'est un peu plus. C'est des étapes qui sont. Quand je parlais de toute cette étape de croquis, de dessin, c'est ce qui me permet d'analyser comment je vais arriver à construire mon tableau. Donc c'est une sorte de construction donc qui est beaucoup moins gestuelle, même si des erreurs, comme mon stylo bave ou tout ça, je vais essayer de le retranscrire aussi d'une manière gestuelle. D'une manière accidentelle, plus ou moins. Et il me semble qu'il y a... Plus ou moins programmé. Il me semble qu'il y a aussi, chez toi, comme chez lui, d'une certaine manière, un prisme très large ou une sorte d'ambivalence parfois entre un motif et la question du all-over. La présence d'un sujet, la présence d'un objet et la présence du all-over. Ouais, mais c'est encore une fois ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de la construction du format. En fait, ça intervient à ce moment-là et ça continue sur. Si je remplis toute la surface ou j'utilise un motif pour remplir toute la surface aussi, et j'utilise un motif aussi pour éviter une forme représentée. Mais je réponds pas trop. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a dans ta peinture une matière extrêmement importante qu'il n'y a pas dans l'œuvre de Hartung. C'est-à-dire que les châssis sont parfois des objets, sont même souvent des objets, et il y a et la couche picturale se compose de différents. Comme un gaufrage en fait. Exactement. Qui met en valeur une. C'est comme si c'était une représentation d'une sculpture que je connais pas. Une recherche en laissant lisible toutes les étapes de construction, je précise l'objet l'objet représenté. Bien sûr. Alors, moi, je voulais dire quelque chose, Nicolas, par rapport. Je trouve qu'il y a un procédé que vous avez vraiment en commun avec Hartung dans une certaine période. C'est que quand on regarde... Il y a toute une période, c'est surtout les années, je crois, 70, où il mélange différentes techniques, où il y a déjà l'aérosol avec compresseur qui apparaît. Ce sont les pchits parfaits, c'est-à-dire des nuages complètement cotonneux qui apparaissent. Mais on peut vraiment lire que c'est construit par couches très définies. On voit qu'il ne fait pas plusieurs choses à la fois, en fait. Il n'utilise pas une palette avec plusieurs couleurs. C'est une couleur après l'autre. Et d'abord, on voit par exemple en haut, avec une sorte de large spalter, à peine on voit qu'il y a des traits. En bas, une autre couleur, à peine on voit des traits. Après, un nuage à l'aérosol en milieu, par exemple, noir. Et après, une sorte de grattage fin avec une sorte de cheveux. Et après, un grattage avec vraiment un grattoir. Et en fait, on voit ces couches. Et je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu de ton travail,
on voit très clairement qu'il y a une couche par couche, et parfois tu grattes et tu les traverses en même temps. Ouais, plus ou moins, ou plutôt je laisse révéler la surface qui était la première surface. Mais c'est vrai que lui a un travail de... Et je pense que ça correspondait vraiment à sa vitalité à faire de la peinture. C'est tout le travail de rupture. On parlait d'éclipse un peu. Ce fond coloré, très lumineux, sur lequel il vient mettre ces empreintes noires, qui sont vraiment, en fait, on a parlé vaguement d'étrangeté, en fait. Quelque chose qui faisait peur, un peu, en fait, qui l'effrayait aussi, mais un peu à la suite des éclairs qu'il voulait peindre, j'ai l'impression, en fait. Une rupture, en fait, comme une... je sais pas. Non, je voulais continuer encore en parlant de la fin. Et par exemple, de ces tableaux-là, donc la sulfateuse pétaradante, Gérard parlait de macules quand on regardait ces tableaux, et en y repensant, je trouvais ça assez intéressant, parce que je me disais que c'était une manière de ne pas dire le mot de dripping, et que c'était peut-être aussi une manière de dire le côté assez européen et peu américain de Hartung. Ah, oui. Enfin, je sais pas, je vais pas répondre directement à ta question, mais j'y viens. Je prends un détour. Parce que ce qui me frappe, là, on voit, il est gestuel, hein, le gars, il y va, quoi. Il s'économise pas. Et pourtant, il fait pas partie de ces peintres dont on se dit, ils se sont mis entre le tableau et moi. C'est le genre de peintre qui est derrière le tableau. Je veux dire par là, il y a pas de pathos, il n'y a pas d'état d'âme, on est vraiment devant un fait pictural, et il se fout pas au milieu. Et pourtant, c'est lui qui a fait autant de gestes aussi violents. Et ça me surprend, moi, qu'il arrive qu'il réussisse ce tour de force. Il y a plein de peintres à cette époque-là qui gesticulent. Enfin, c'est le mot, dit ce que j'en pense, quoi. Il gesticule. Et lui, pourtant, il en fait, hein. Il gesticule pas. Et ce qui nous donne à voir, il y a une forme de générosité là-dedans. Il nous donne à voir de la couleur, il nous donne à voir de l'énergie, mais il se fout pas au milieu, quoi. Et ça, on peut le remercier de ça, quoi. Moi, je trouve c'est cadeau, quoi. De toute façon, c'est ce genre de peintre qu'on aime, quoi. Et pour revenir là, le mot macule, c'est pas moi qui l'avais employé, c'est Thomas. Ah, c'est Thomas, pardon, Thomas. C'est Thomas. mais non, mais rendons à César. Mais l'idée de macule, je crois que le mot est venu, mais ce qu'il y a dans la macule, c'est ce qui est un peu accidentel en imprimerie. Mais c'est surtout c'est le résidu, c'est le reste, quoi. C'est ce qui reste. Et ça fait, à mon avis, partie de sa stratégie, parce qu'il y a une stratégie toujours de mettre le tableau là-bas, quoi, hein, de pas une distance. Duroux, il parlait de refroidir. Il y a un acte chaud, je fais mon dessin, etc. Puis le truc de la mise au carreau comme refroidissement du travail. Et puis les couleurs aussi, voilà. Le turquoise, voilà. Le jaune. Et dans la macule, je crois que ça appartient à ce type-là de stratégie possible de mettre la chose un peu, enfin, on emploie tout ce mot-là aujourd'hui, mais à distance. Oui, c'est un peu c'est ce qui est dans les ateliers de lithographie. C'est ces plaques qui servent à ancrer, à préparer les plaques, etc. Et les peintres voient toujours ce genre de choses. Ils se disent, ah, ça c'est bien, c'est mieux que mon tableau, même comment ça pourrait être aussi beau. Donc je voyais quelque chose de la macule, ouais, effectivement. Et est-ce que dans cette idée de la macule, l'idée qu'il y a quelque chose de non américain chez Hartung, et c'est pas du dripping, c'est pas la même chose? Alors là, c'est Gérard qui pensait que justement Hartung avait un côté totalement européen, et c'est pas du dripping à l'américaine, c'est sûr, mais je pense qu'il y a des vraies conversations entre l'art américain et l'art contemporain et l'œuvre d'Hartung dans ses certitudes, ses revirements, ses bégaiements, sa vitalité, sa prise de distance, comme tu dis, c'est très juste.
Et je te laisse. Dans la question des formats aussi. Et les formats très grands à la fin de sa vie, bien sûr. Alors, je sais pas, j'ai oublié un peu ce qu'on avait dit sur Europe-Amérique. Moi, ça m'intéresse toujours de regarder ce dialogue qui a lieu, qui a eu lieu de façon très très forte, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ouais, j'ai du mal à le dire. Bon courage. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a malgré tout du... Enfin, non, mais je vais dire des conneries, là. Non, j'arrête avec ça. Je vais dire des conneries parce que je pense que c'est trop projection. Quand je vois ce tableau, d'ailleurs, ça me fait plus penser à un tableau d'Armleder, oui, oui, finalement, qu'un tableau américain, même par la gamme chromatique. Et avec Armleder, il y a toute la question aussi du rapport aux médias, du rapport à la pop culture et du rapport à l'ameublement. Alors ça, c'est pas mal, l'ameublement, parce que c'est vrai que le pauvre Hartung a souvent été considéré comme un décorateur de salons et de lieux embourgeoisés. Et c'est vrai qu'Armleder joue beaucoup de ça, mais je ne suis pas sûr que c'est là-dessus qu'il se retrouve complètement. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose d'Armleder pour moi. Après savoir si Armleder c'est du dripping plutôt américain, je sais pas. C'est compliqué. Encore plus compliqué. Mais oui, effectivement, en voyant toutes ces images de magazines et tout ça, ça m'a vraiment choqué, aussi bien ça que ces images de magazines avec la peinture, le meuble qui va bien à côté et tout ça. Et bon, je sais pas si il y a beaucoup de choses à en dire, à part les notions de valeur, les mises d'un meuble usuel qu'on peut utiliser, et de cette peinture, peut-être qu'ils ont la même valeur. Moi, je pense que c'est un peu des conneries, tout ça, parce que tu mets une belle commode Louis XVI, et au-dessus, tu mets un peu n'importe quoi, à tous les coups, ça marche, quoi. Même si tu mets un tableau hyper destroy punk, c'est le contexte qui fait le truc. Alors après, mais là on pourrait rebondir sur plein de choses, parce que la question du contexte, c'est déterminant. Moi, les tableaux autonomes, je crois pas que ça existe. En plus là, on a quelqu'un qui peint et qui fait des expositions où elle crée à la fois les œuvres et le contexte, etc., etc. On voit bien aujourd'hui que c'est un vrai programme, de toute façon, de se trouver un contexte. Aujourd'hui, on ne trouve plus de contexte. On a du mal à trouver le contexte. Alors, il nous reste quoi, l'expo. Bon, on a l'expo. Mais en même temps, l'expo, c'est l'expo, quoi. C'est encore un truc qui est un peu à côté, quoi. C'est pour revenir à la question du mobilier. Mais si on étend la question du mobilier, c'est la question du contexte. Et si le mobilier est bourgeois, le tableau, il sera bourgeois. Hein, il n'y a rien à faire. Et n'importe quel tableau, hein. C'est aussi con que ça. Et il ne faut pas inverser la proposition et dire que parce que le contexte et le tableau est montré dans le bourgeois, c'est un tableau... C'est réduire un peu ces questions-là. Après, les tableaux, c'est vrai, c'est ce qu'on en fait, c'est notre responsabilité, après. Hein. Responsabilité de ceux qui les achètent, de ceux qui les vendent, de ceux qui les font, de ceux qui les regardent. On est tous hyper responsables avec ça. Aujourd'hui, on colle des bananes sur les murs et ça fait un événement. Tu pousses la responsabilité un peu loin, là. Ah non, non, c'est sérieux. On parlait uniquement de mobilier, mais peinture sur une guitare ou une peinture appliquée. Mais après, c'est à savoir quelle est la fonction de la peinture en soi, appliquée sur un objet. Non, mais c'est la question de la fonction de la peinture, on va résoudre ça. Mais c'est une bonne question. Ouais. Mais au-delà de ces questions, là on a un peu dévié sur un terrain mouvant. Ce qui est intéressant pour nous, qui sommes tous les quatre différents, c'est la force du moteur Hartung qui reste vivant. C'est tout ce qui s'est passé, tout le reste, c'est le reste, etc. Mais cette vitalité, ces contradictions,
cette force d'impact. C'est ça qui est toujours vivant, c'est ça qui continue à exister. Ça me paraît une assez bonne conclusion. L'heure étant passée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que peut-être vous avez des questions? Est-ce qu'on sait si le souci d'Hartung était esthétique? Parce que ses œuvres sont particulièrement esthétiques. Est-ce que c'était dans ses objectifs? Parce qu'il y a le geste, mais il y a le résultat. Ce que je sais, c'est que tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il classait ces tableaux. Il y avait genre 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Les bons, les moyens, les moins bons, et puis après ce qu'on jette. Donc lui, il faisait une hiérarchie. Donc si elle n'est pas esthétique, je ne sais pas ce qu'elle est. Mais je pense que quand même, à la fin, il devait trouver... Parce que pour que le tableau soit bon, enfin, je sais pas, on partage ça, j'imagine. À la fin, qu'est-ce qui fait qu'on signe un tableau, ou qu'on le signe pas, ou qu'on le met à la poubelle, ou qu'on le nettoie, enfin, je sais pas. Il fait l'histoire. Non, mais il fait l'histoire. Il est juste. C'est-à-dire, il est OK. Ça va, il fait l'affaire. Alors après, tout dépend de ce que vous mettez, vous, comme élément de jugement pour... je parle de l'auteur même, pour dire OK. Bon, moi, j'ai les miens, lui, il a les siens. Enfin, j'imagine chacun les nôtres. Mais dire que l'esthétique en est exclue... Même celui qui dit, moi, les bons tableaux, pour moi, c'est ceux qui sont vraiment à chier, même lui, il est dans l'esthétique. Parce qu'il va se positionner contre, mais au fond, il est aussi, quoi. Donc, je ne sais pas comment on peut échapper à cette question, moi. Mais c'est peut-être... je ne sais pas qui est capable de faire ça, en tout cas. Oui, c'est difficile de répondre, mais tous les deux, on s'est rencontrés tout à l'heure, là, à l'entrée. Et je t'ai dit, alors, ça va, tu peins? Et il m'a dit, ce que je fais, c'est pas terrible. Et je lui ai dit, moi non plus, là. Mais bon, chaque jour est un autre jour. Et dans le pas très bon, il y a des choses toujours assez intéressantes. Mais on a tous une subjectivité par rapport à l'esthétique. Et c'est quand même... ça fait partie du programme, je pense.